En Égypte, les premiers et second tours de l'élection présidentielle auront respectivement lieu du 26 au 28 mars et du 24 au 26 avril. Réunion ministérielle des pays membres du G5 Sahel au Mali. Plusieurs décisions majeures ont été prises. Oprah Winfrey sera-t-elle candidate à la prochaine présidentielle américaine? La question fait la une aux États-Unis depuis son discours à la cérémonie des Golden Globes. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bienvenue. En Égypte, les dates du premier et du second tour de l'élection présidentielle, si besoin, ont été confirmées. Les scrutins auront respectivement lieu du 26 au 28 mars et du 24 au 26 avril. L'annonce a été faite ce lundi par l'Autorité nationale des élections. Voici le reportage. C'est le troisième scrutin présidentiel qu'organisera l'Égypte depuis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak en 2011. À cet effet, le chef de l'Autorité nationale des élections a annoncé ce lundi que la commission enregistrera les candidats du 20 au 29 janvier prochain. Et une liste provisoire sera publiée le 31 janvier dans les journaux d'État. Il a également promis que cette échéance électorale respecterait les principes d'indépendance, de neutralité, d'intégrité, de transparence, d'efficacité et de professionnalisme dans une Égypte dirigée de main de fer par le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Les candidatures aux élections présidentielles égyptiennes pour 2018 seront reçues à partir du 20 janvier 2018 jusqu'au 29 janvier 2018 au siège de l'Autorité nationale des élections. Les Égyptiens à l'étranger voteront du 16 mars 2018 au 18 mars 2018. Le résultat de l'élection sera annoncé et publié dans le journal officiel le 2 avril 2018. Pour cette élection, 3 personnalités ont annoncé en novembre leur intention de concourir, mais l'une d'elles est récemment revenue sur sa décision. Une autre a depuis été condamnée à de la prison et la candidature de la dernière semble incertaine à cause d'une affaire judiciaire. En ce qui le concerne, l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, a récemment déclaré qu'il ne briguerait pas un 3e mandat en 2022, laissant entendre qu'il serait candidat à sa réélection cette année. Une information faisait état de l'arrestation du président autoproclamé de la République fantôme d'Ambazoni au Cameroun, Sissoko Ayuk Tambe et ses 9 lieutenants au Nigeria. Mais ce dimanche, un responsable des services de renseignement nigériens a démenti les avoir arrêtés. Voici les détails. Dans un communiqué, les sécessionnistes camerounais qui ont mis en place un council government présenté comme l'organe exécutif de ce qu'ils appellent l'État d'Ambazoni, dont Ayuk Tambe est le chef autoproclamé, ont affirmé que ce dernier ainsi que 8 de ses proches ont été arrêtés dans la capitale fédérale du Nigeria. Mais l'information a été démentie par un responsable des services de renseignement nigérian. Les autorités camerounaises n'ont pas non plus confirmé ces arrestations pour l'instant. Toutefois, dans la capitale du sud-ouest du Cameroun, plus précisément à Buea, certains pensent que cela ne permettra pas de résoudre la crise anglophone, mais d'autres estiment que ce coup de filet ramènera la paix dans la région. Jusqu'à hier, dans les réseaux sociaux que j'ai regardé en vidéo, il y a quelqu'un qui s'est prononcé en disant que ça ne changera rien et qu'ils ont déjà prononcé un autre président. Et qu'ils vont encore frapper encore plus fort. Donc c'est pour ça que je crois que c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux. Je ne pense pas que les prendre et les enfermer doit résoudre le problème. Je veux aussi dire à notre père, M. Paul Biya, que papa, on demande encore pardon. Nous, on demande encore pardon, s'il te plaît. Fais revenir ces gens-là et trouve un dialogue, quoi. Il doit faire revenir tous les Camerounais. Vous avez donné le discours, tout le monde a vu. On attend ce discours réalisé, comme vous avez donc parlé. L'Ambazoni, dont l'indépendance a été proclamée le 1er octobre 2017, est présentée par Ayuk Tambe et ses collaborateurs comme une république dont ils n'ont pas publiquement défini les limites.
Direction la Côte d'Ivoire où le commandant Jean-Noël Abbaye, accusé de complot contre l'autorité de l'État, a nié les faits qui lui sont reprochés devant la cour d'assises d'Abidjan. Il a plutôt assuré avoir fait un contre-coup. Les précisions. À l'audience de la cour d'assises ce lundi, un enregistrement projeté montre le commandant Jean-Noël Abbaye, ancien pilier de l'appareil sécuritaire sous l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, se déclarer chef de l'exécutif et dissoudre les institutions du pays. Mais s'il a reconnu selon l'acte d'accusation avoir participé au Ghana aux réunions d'une plateforme militaire initiée par Kone Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo en exil, préparant un renversement du pouvoir politique en place, le commandant Jean-Noël Abbaye assure par contre s'être retiré de la plateforme, et ce, après la deuxième réunion quand ses camarades ont évoqué le projet de coup d'État. Il affirme avoir même voulu faire un contre-coup d'État. On lui a reproché dans le dossier d'avoir comploté contre le régime en place, c'est-à-dire le régime dirigé par le président Alassane Ouattara. Alors qu'il est ressorti des débats qu'en réalité, il dénonçait plutôt un complot qui était mis en place au Ghana par ses co-exilés qui voulaient faire ombrage. Donc si on rentre dans l'aspect technique du dossier, à supposer même qu'il y ait complot, pour qu'il y ait condamnation, il faut que ce soit dirigé contre le régime. En plus du commandant Jean-Noël Abbaye, ex-patron du groupement d'escadrons de blindés, 11 autres personnes sont poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État et tentative d'attentat contre la sûreté de l'État. Le Mali a abrité la réunion ministérielle conjointe sur l'opérationnalisation de la force G5 Sahel. De cette réunion ressortent des décisions majeures. Il s'agit notamment de la création du fonds judiciaire et la mise en place d'un comité de soutien et de contrôle des fonds du G5. Écoutons respectivement les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Niger pour plus de précisions. La première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris deux autres décisions qui est la mise en place de deux comités. Un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés, et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle des fonds et de la gestion des fonds. Sur toutes les questions qui sont essentielles à l'opérationnalisation de la force, nous avons beaucoup avancé aujourd'hui et c'est pour cela que je considère cette réunion comme une des plus importantes vraiment de ce processus. Nous avons mis 10 mois en train de faire un plaidoyer important sous la présidence malienne du G5 pour que les partenaires soutiennent la force du G5. Les soutiens commencent à arriver, mais du point de vue de structuration de la force, en tout cas de la doter des instruments juridiques propres qui nous permettent de faire le travail, la réunion de Bamako d'aujourd'hui constitue une étape vraiment importante. La commission anticorruption zimbabwéenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur les conditions dans lesquelles l'ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, a obtenu un diplôme universitaire. En effet, l'université du Zimbabwe, dont l'ancien président Robert Mugabe était le président de droit, avait accordé à son épouse Grace en 2014 un doctorat en philosophie, une situation qui avait provoqué de vives controverses. Reportage. Les conditions dans lesquelles l'ancienne première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a obtenu son doctorat de philosophie en 2014 demeurent très controversées. Quelques semaines après la démission de son époux Robert Mugabe, la commission anticorruption du pays annonce l'ouverture d'une enquête pour vérifier la crédibilité de la procédure qui a permis à l'université du Zimbabwe de le lui accorder. La remise en grande pompe de ce diplôme par le département de sociologie de l'université a provoqué une vive controverse, notamment parmi les critiques du régime, qui avaient mis en doute la réalité du travail réalisé par Grace Mugabe pour l'obtenir. Connue pour son goût de luxe, ses extravagances et ses coups de colère, l'ancienne première dame du Zimbabwe, aujourd'hui âgée de 52 ans, ne s'est pas manifestée publiquement depuis la chute de son mari.
Le président Mugabe a démissionné le 21 novembre dernier après avoir passé 37 ans à la tête du Zimbabwe à la suite d'un coup de force de l'armée. Les militaires avaient expliqué être intervenus pour empêcher Grace Mugabe, qui ne cachait plus ses ambitions, de succéder à son époux. Au Bénin, on célèbre la journée des tortues marines. Le but de cette journée est de sensibiliser les populations afin de mettre définitivement fin au massacre de cette espèce menacée. Reportage. Nous sommes à Grand Popo, une commune située en bord de mer entre Cotonou-Lomé. Ici, les œufs des tortues connaissent de tristes sorts, les populations aux alentours étant des consommateurs de cette espèce. Mais avec la journée consacrée à cette espèce, les massacres des tortues ont considérablement diminué. Toutes les tortues qui venaient étaient systématiquement tuées au sommet. Mais depuis que cette sensibilisation a commencé, je crois que les massacres ont diminué. Mais ils ne sont pas terminés. Cette journée de sensibilisation est utilisée pour montrer aux gens que la loi aujourd'hui est assez répressive en ce qui concerne les massacres de ces espèces menacées qui se retrouvent dans des espaces non protégés. Et les populations sont déjà là. On ne veut pas chasser les populations au profit des espèces. Mais on veut montrer que ces espèces peuvent continuer à exister au même titre que les populations dans le milieu. La journée des tortues a été instaurée au Bénin depuis plus d'une dizaine d'années. En quelques minutes d'un discours inspiré, dimanche, Oprah Winfrey est devenue la favorite d'Hollywood et de ses fans pour battre Donald Trump en 2020. Mais certains s'inquiètent d'une prime sans cesse plus grande au végétariat au détriment de l'expérience politique. Reportage. Récompensée par le prix Cecil B. 2000 pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, celle que tout le monde surnomme Oprah a construit son discours sur le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, mais en allant bien au-delà. Devant un public tout acquis, aux yeux embués, elle a fait le lien avec deux héroïnes de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor, et annoncé l'arrivée d'une aube nouvelle pour les femmes et les jeunes filles maltraitées par les hommes. I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Je veux que toutes les filles qui regardent sachent qu'un nouveau jour se lève. New day finally dawns. It will be because of a lot of magnificent women. Grâce à de nombreuses femmes formidables, dont beaucoup sont dans cette salle ce soir, et grâce à des hommes phénoménaux qui se battent pour devenir les dirigeants d'un monde où plus personne n'aura besoin de dire « moi aussi ». Ever has to say me too again. Thank you. Beaucoup ont vu dans cette déclaration de 9 minutes un tournant dans la vie publique d'Oprah Winfrey, dont la stature dépasse depuis longtemps déjà celle d'une animatrice, d'une actrice ou d'une femme d'affaires, activités qui ont fait d'elle la première femme noire milliardaire. Interrogée dimanche immédiatement après son discours pour savoir si elle comptait ou non se présenter, elle a répondu ne pas y penser selon plusieurs médias américains. Mais selon CNN, qui citait lundi 2 personnes anonymes de son entourage, l'actrice de 63 ans réfléchit sérieusement à une candidature à près de 3 ans de l'échéance. Un sondage publié en mars par l'Institut Public Policy Polling donnait Oprah gagnante en 2020 contre Donald Trump à 47% des suffrages contre 40% au président sortant. Mais au-delà de ses chances de succès, plusieurs commentateurs s'interrogent sur sa capacité à gouverner en cas d'élection et sur une dérive possible du système politique américain. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CK. À bientôt.